qu'est-ce que la causalité? Donc, en fait, selon le philosophe Hume, donc, les relations de cause à effet, en fait, elles ont 3 caractéristiques. Donc, les causes et les effets sont contigus, donc ils doivent être collés dans le temps. Donc, il prend l'exemple d'une boule de billard, par exemple. Quand on veut, enfin, c'est le fait que une boule touche l'autre qui fait qu'elle se déplace, que la cause doit précéder l'effet et que les causes sont toujours ou régulièrement suivies de leurs effets. Donc, selon cette définition-là, donc elle est assez vieille, hein, la causalité, elle a passionné les foules depuis un petit moment. On se pose la question de est-ce que cette définition nous aide vraiment à mettre en évidence des relations de cause à effet. Et cette définition, pour l'instant, elle est assez théorique et on s'est dit est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour essayer de se dire bon, ok, à partir de ça, comment je fais pour mettre en évidence la causalité? On va commencer par une petite expérience, vu que Hume dit que les causes sont suivies de leurs effets. On prend l'exemple d'une allumette. Donc, le fait que l'allumette s'allume, ce serait l'effet, et la cause, en fait, c'est le fait de gratter l'allumette. Donc, comment on pourrait faire ça? Dans une pièce, on va se dire, bah, tiens, il y a un groupe de personnes qui ne va pas gratter l'allumette, et puis il y a un autre groupe de personnes qui va gratter l'allumette. Et la question se pose de qu'est-ce qu'on va observer dans ce cas-là? Est-ce qu'en fait, on aura 100% des allumettes allumées dans le groupe qui gratte? Donc, je ne vous pose pas la question clairement, hein, c'est une question un peu rhétorique. On se doute bien que dans le groupe qui ne va pas gratter l'allumette, l'allumette ne va pas s'allumer. Par contre, dans le groupe qui gratte, en fait, on n'aura pas du tout 100% des allumettes allumées dans le groupe qui va s'allumer. Donc là, je pense que tout le monde ici présent a déjà raté à un moment donné le fait d'allumer son allumette en la grattant. Il se peut même qu'en fait, tout le groupe essaye de gratter et qu'il n'y en ait aucun qui arrive à gratter son allumette. En fait, du coup, ici, ce qu'on se dit, c'est que le fait que les causes soient toujours ou régulièrement suivies de leurs effets, ben, ça ne marche pas vraiment. Parce qu'en fait, si on gratte l'allumette et que l'allumette ne s'allume pas, est-ce qu'on peut vraiment dire que gratter l'allumette est la cause de l'embrasement? Et avec la définition de Hume, en fait, on ne peut pas. Du coup, donc je dis on, mais en fait, c'est pas nous, hein, c'est pas Arvalis, hein, c'est les philosophes, donc notamment Mill, qui a complété la définition de Hume en disant qu'en fait, que pour qu'un effet ait lieu, les causes, en fait, elles peuvent être multiples. Et en fait, ça veut dire que le fait de gratter l'allumette ne serait pas l'unique cause au fait que l'allumette s'allume, mais qu'en fait, on aurait plein de petites causes qui causeraient le fait que l'allumette s'allume. En fait, il y aurait des conditions pour que l'allumette s'allume. Donc, ce serait cette définition-là qui veut dire qu'il existe en fait une infinité de petites conditions impossibles à maîtriser pour observer l'effet l'allumette s'allume. Donc, par exemple, on pourrait penser à l'hygrométrie, est-ce qu'il y a un courant d'air, est-ce qu'il y a la force de grattage de l'allumette, peut-être l'inclinaison de l'allumette sur la boîte. Il y a plein de petites conditions, plein de petites causes en fait pour produire l'effet. Alors, tout ça, c'est peut-être un peu abstrait, un peu philosophique. Du coup, on va revenir peut-être les pieds sur terre et donc au champ. Dans un champ, en fait, si on veut observer un écart de rendement, si on a un écart de rendement entre deux parcelles, elle est causée par le fait que deux variétés sont peut-être différentes sur les deux parcelles, mais en fait, cet écart n'est pas régulier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à 100% sûr que quand vous allez mettre cette variété-là dans un champ et celle-là dans l'autre, il y en a toujours une qui sera au-dessus de l'autre. L'écart n'est pas régulier, en fait. Il existe une infinité de causes en plus qui expliquent que le rendement d'une parcelle, pas juste la différence entre deux variétés. Donc, ça peut être
au niveau de la parcelle, même si on est sur 2 parcelles très proches, peut-être que la taille des mottes, la granulométrie, le fait qu'on n'ait pas travaillé exactement de la même façon, peut exister plein de petites causes. En fait, on ne peut pas énumérer toutes les conditions nécessaires à la cause. Et en fait, chaque condition prise séparément, peut-être qu'elle aurait une chance nulle en fait de causer l'effet. Alors avec ça, comment on peut s'en sortir? En fait, une approche plus contemporaine, ce serait de dissocier la causalité du déterministe. Donc c'est oublier le fait que à coup sûr, on peut déterminer le futur en observant le présent. Et dans les années 70, en fait, on va revenir sur la définition en proposant quelque chose de plus global avec une définition un peu plus probabiliste. L'idée, c'est de se dire, en fait, si A est la cause de B, alors peut-être que B, en fait, est plus probable en présence de A. Donc là, on oublie, en fait, le fait d'énumérer l'ensemble des petites causes et on se dit, on va raisonner, en fait, on va prendre en compte cette notion d'infinité, en fait, en parlant de probabilité, en disant que si A est la cause de B, alors B est plus probable en présence de A. Alors, cette définition-là, est-ce qu'elle permet vraiment de caractériser les causes? Donc, est-ce qu'on peut se contenter? La question, c'est du coup, tant mieux, on a une nouvelle définition, mais est-ce qu'on peut se contenter d'observer les probabilités pour mettre en évidence la causalité? Et en fait, l'idée, donc là, on va prendre un autre exemple. Imaginons qu'on veuille regarder des ventes de lunettes de soleil et des ventes de glace. Donc, quand il fait beau, il s'avère qu'il y a plus de ventes de lunettes de soleil, mais il y a aussi plus de ventes de glace. Donc, si on récupère le jeu de données comme ça, en fait, et qu'on regarde juste les probabilités, on va se dire, tiens, quand on vend plus de lunettes de soleil, en fait, on vend aussi plus de glace. Donc, en fait, le fait de vendre des lunettes de soleil est plus probable quand on vend plus de glace. Du coup, c'est bon, j'ai ma causalité. Si je vends, c'est le fait de vendre des glaces qui fait qu'on vend plus de lunettes de soleil. Donc là, le bon sens nous dit non, là, il y a un problème en fait. On ne peut pas se contenter en fait de regarder les probabilités pour faire de la causalité. En fait, la vente de glace n'est pas la cause de la vente de lunettes de soleil, mais en fait, ces deux choses-là, elles sont corrélées. Donc c'est là où on est dans la notion de la menace fantôme, c'est de ne pas confondre causalité et corrélation. Il s'avère en fait que si B est plus probable en présence de A, ça ne veut pas dire que A est la cause de B, ça veut seulement dire que A et B sont corrélés. Donc, à partir de là, c'est pas très satisfaisant pour notre question de mettre en évidence la causalité, parce qu'en fait, si on ne peut pas se contenter de regarder les probabilités pour conclure à la causalité, qu'est-ce qu'on fait? En fait, dans notre exemple, il s'avère qu'il y a le facteur causal, en fait, ce serait le beau temps. Mais si on ne l'a pas dans les données, on a un petit souci pour le voir. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que ce dont on est sûr, peut-être que c'est le fait que si on montre, pour montrer que A est la cause de B, peut-être que c'est le fait d'intervenir sur A, toute chose égale par ailleurs, qui rend B plus probable. Et là, on se dit, on commence à toucher quelque chose parce qu'en fait, on a enlevé cette notion de confusion des faits, donc en étant toute chose égale par ailleurs. Et c'est le fait que quand on intervient sur A, ça joue sur B et ça le rend plus probable, c'est la notion d'interventionnisme, qui fait que là, on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, comment faire ça alors qu'on a dit précédemment que pour que peut-être une cause et un effet, il y a une infinité de conditions. En fait, l'idée, ça va être peut-être de dissocier les grosses conditions et les petites conditions. Et donc, de nos jours, comment on fait pour mettre en évidence la causalité?
Donc, on se met toutes choses égales par ailleurs, mais toutes choses égales par ailleurs, on sait que c'est pas vrai parce que deux champs ne sont jamais, enfin même deux parcelles côte à côte ne sont jamais complètement identiques. Et donc, l'idée, c'est d'avoir toutes choses égales par ailleurs. On va identifier essayer d'identifier tous les gros facteurs qui comptent le plus et de les isoler de façon à être sûr que nos deux situations sont identiques du point de vue des facteurs les plus influençants. Et ensuite, il nous reste toutes nos petites infinités de facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, en fait, on va se servir des probabilités pour, entre guillemets, les maîtriser. L'idée, c'est quand on fait de l'expérimentation dans les règles de l'art, donc ça veut dire une expérimentation randomisée et répétée, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le fait de randomiser, on sait que chaque microparcelle est un peu différente les unes des autres, mais en fait, on va rendre ces différences aléatoires. Et le randomiser permet de rendre cette erreur expérimentale un peu aléatoire et donc d'y appliquer une théorie statistique. Et donc, on se dit qu'on peut faire de la relation de cause à effet. Et puis, il faut faire des répétitions parce qu'en fait, sinon, on ne peut pas estimer cette erreur expérimentale. Donc là, on se dit, bah, tant mieux. En fait, peut-être qu'on a trouvé un moyen. C'est l'expérimentation. Là, on est sûr. En fait, on se dit, expérimentation randomisée répétée, ça va permettre de mettre en évidence des relations de cause à effet. Mais ça, donc ça, c'est ce qu'on sait. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire ? Donc là, c'est le but un peu de la journée, c'est de se dire, OK, l'expérimentation, apparemment, ça fait le job, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et du coup, pour le reste de la journée, on ne parlera plus d'expérimentation. Alors, quand je parle d'expérimentation, attention, je parle bien d'expérimentation, entre guillemets, bien faite. Donc là, je vais vous montrer un exemple de plan. Donc, imaginons on teste différentes densités pour différentes doses d'azote. Et là, en fait, sur ce plan-là, donc pour bien lire le graphique, l'idée, c'est de se dire que à chaque fois qu'il y a un point, c'est qu'on a fait l'expérience. Donc, en fait, on a testé la densité 140 avec une dose d'azote 120. Dose d'azote 140 et 160, et puis pour la densité 200, on a fait 140, 160, 180. Ici, vous voyez que le plan, en fait, n'est pas complètement équilibré. On n'a pas testé, les points ne sont pas carrés. Et en fait, on a un peu une corrélation entre les densités et l'azote qu'on a testé. Et en fait, le problème, c'est qu'ici, on n'est pas du tout toutes choses égales par ailleurs, parce que imaginons qu'on est en train de vouloir observer l'effet de l'augmentation de l'azote sur, par exemple, sur un rendement. Comme l'augmentation d'azote est corrélée au fait d'avoir augmenté aussi la densité, en fait, on ne peut pas savoir qui a causé, s'il y a augmentation de rendement, est-ce que c'est dû à l'azote, est-ce que c'est dû à la densité? Ça, on ne peut pas le savoir. Il y a ce qu'on appelle une confusion d'effets. Donc, attention, quand on dit que l'expérimentation sert à faire de la corrélation de cause à effet, c'est de l'expérimentation bien faite. Donc avec un plan qui est assez carré, où on est vraiment dans toutes choses égales par ailleurs. Donc là, il n'y a pas de corrélation entre la densité et l'azote, donc on peut vraiment dissocier les effets. Donc en expérimentation, en fait, on va s'arranger pour éviter les confusions d'effets. Alors pour la suite, je laisse la parole à Florent qui va vous parler. Donc, vous n'êtes pas venu ici pour parler d'expérimentation, donc qui va vous parler du fait d'aller au-delà de l'expérimentation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit le topo? Oui, là on le voit, oui. Bon. D'accord, ok. Donc bonjour à tout le monde, je prends la suite. Donc là, je vais vous mettre en situation un petit peu différente de l'agronomie, à savoir qu'on a un souhait d'expérimenter en fait l'effet du tabac sur la santé des jeunes enfants, en particulier des jeunes filles. Et le souhait, c'est de savoir si on peut mettre en place une expérimentation, comme Emmanuel vient de le présenter, une expérimentation donc randomisée, répétée. On va donc prendre plusieurs enfants pour lesquels
on va leur demander de fumer des cigarettes, et puis un autre groupe de jeunes enfants pour lesquels eh bien, ils ne fumeront pas du tout. Donc bien sûr, c'est un petit peu provocateur comme image ou comme discours, hein. Tout ça pour vous dire que expérimenter sur tout pour tout, c'est pas forcément toujours possible, pour diverses raisons, bien évidemment. Et ça, je pense qu'avec cet exemple-là, on le comprend très bien. Après, comme autre exemple que je pourrais citer, ça peut par exemple être dans le domaine de l'économie pour les défaillances d'entreprise. Si on veut voir quels sont les effets, quelles sont les causes en fait possibles des défaillances d'entreprise, bon, si on devait faire une expérimentation randomisée et répétée, eh bien, il faudra un groupe d'entreprises pour lesquelles on va appliquer tout un tas de causes et puis voir les effets sur les défaillances. Donc, bien évidemment, c'est un autre exemple pour lequel on n'imagine absolument pas du tout faire de l'expérimentation. Voilà, alors revenons maintenant à l'agronomie. Ici, donc un exemple de 4 facteurs étudiés. On a 2 longueurs de parcelles, on a 2 dates de découpage de la longueur de ces parcelles. Ensuite, on a 3 dates de destruction de l'allée entre les blocs pour bien différencier les blocs. Et puis, dans cet essai, 6 variétés ont été testées. Donc, si on combine ces 2 longueurs, 2 dates, 3 dates et 6 variétés, ça fait 72 combinaisons possibles, 72 traitements, sans compter les blocs, bien évidemment. Donc, on voit tout de suite que si l'objectif, c'est vraiment d'expérimenter toutes les combinaisons, eh bien, on va s'engager, je dirais, dans un essai qui va être difficile, voire impossible à mener. Et bon, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a que 4 facteurs. On pourrait assez facilement imaginer que dans différents itinéraires techniques, eh bien, il y ait beaucoup plus que 4 facteurs qui interviennent. Donc rapidement, c'est comme l'exemple qu'Emmanuel a montré, avec seulement 2 facteurs, eh bien, la tentation est grande de faire du pragmatisme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de ne prendre que les combinaisons qui nous arrangent. Et après, si on veut essayer de cibler un des facteurs, c'est-à-dire une des combinaisons, eh bien, on va se retrouver donc dans des confusions au moins partielles d'effets. Ici, donc, encore un autre exemple où l'objectif, c'est de comparer plusieurs systèmes de culture. Là, ce que vous avez S1, S2, S3, S4. Chaque système de culture possède ses propres cultures, en fait, ses propres espèces. Ce sont les petits carrés noirs, donc C1, C2, etc. Et entre les systèmes de culture, eh bien, on n'a pas forcément les mêmes espèces qui sont mises en culture, bon, pour plein de raisons différentes, bien évidemment. Et pour mener à bien cet objectif, on a besoin de plusieurs années de culture, parce que bon, il y a les rotations, bien évidemment. Alors, est-ce qu'une des questions est de savoir si on va mettre chaque année en place toutes les espèces, donc oui ou non. Puis on peut aussi se demander, puisque si je suis les bonnes recommandations dictées par Emmanuel, eh bien, il faudrait également répéter, donc faire par exemple 3 blocs chaque année, et donc à nouveau on va se retrouver avec un exemple d'essai ou d'expérimentation qui va être démesurément très grand, trop grand. Bon, et puis finalement, on se rend compte également qu'il n'y a pas que l'expérimentation dans la vie. On peut aussi avoir de l'information, des données de diverses autres origines, comme par exemple les questionnaires. Ça, c'est une autre source d'information possible. On a également des données qui sont issues de la littérature, les publications par exemple. On a également de plus en plus d'informations qui proviennent de différentes bases de données. Les réseaux sociaux également, qui sont une source très importante d'informations. On a également le développement de très nombreux capteurs, que ce soit des satellites ou des petits capteurs portables que l'on pourrait avoir, comme par exemple des lidars. On a également le petit bonhomme là qui est représenté, eh bien c'est l'information que pourrait apporter un expert ou un groupe d'experts sur un phénomène étudié.
On a également là, le petit organigramme que vous avez au centre de la diapositive. Bon, bah, ça, c'est un certain nombre de modèles, en fait. Il existe maintenant de plus en plus de modèles de culture, par exemple, qui vont nous dire, ben voilà, si on apporte telle condition, eh bien, on aura telle sortie à la fin. Et puis, bah, l'image tout en bas, c'est plutôt des données un peu d'observation. Donc, on va se balader dans les champs et puis voilà, on décide de s'arrêter dans telle parcelle, faire telle observation. Elle est tout à fait ponctuelle, non répétée et dans des conditions, je dirais, non contrôlées comme l'expérimentation. Donc, bon, je me suis un petit peu vendu en vous disant que tout ça, c'est de l'information qui n'est pas obtenue dans le cadre d'une expérimentation, toute chose par ailleurs égale. Mais la question que l'on se pose finalement, donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Est-ce qu'on va mettre ça à la poubelle parce que justement, ça ne suit pas les bonnes recommandations de l'expérimentation? Alors, je pense que la réponse, vous la connaissez. Hein, au contraire, c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est d'essayer d'exploiter le mieux possible et le plus possible toutes ces différentes sources d'informations, de les combiner à bon escient pour essayer d'en retirer de la connaissance. Et donc, c'est quand même un des enjeux aussi actuels, hein, c'est d'essayer donc de tirer de la connaissance, sachant donc, et ça vous le savez maintenant, qu'on n'est absolument pas dans le cadre de l'expérimentation, on n'est donc pas toute chose par ailleurs égale, et que potentiellement, il y a beaucoup de sources de confusion dans ces informations. Alors en interne, bon, bah, on travaille beaucoup là-dessus. On a, bon, là, j'ai mis un extrait d'un certain nombre de méthodes en fait, sur lesquelles on est parfois amené à travailler pour exploiter au mieux ces différentes sources d'informations. Et vous voyez apparaître les forêts aléatoires, qui est donc une des méthodes de machine learning ou de data science sur lesquelles on travaille beaucoup parce qu'on l'utilise pour exploiter tout ou partie de ces données. Voilà, donc dernière diapositive hein, pour plus parler des prochains épisodes. On va se centrer ou se focaliser sur une des méthodes de la data science qui s'appelle les forêts aléatoires pour essayer de mettre en évidence des relations de cause à effet. La question, c'est de savoir jusqu'où les forêts aléatoires sont capables de mettre en évidence ces relations de cause à effet, c'est-à-dire d'identifier des variables causales. Et ça va donc permettre de savoir ce qu'elles valent, ces forêts aléatoires. Donc, on va chercher à évaluer leur performance. Et donc, ça sera dans la suite des différents épisodes au cours de la journée. Voilà, donc j'en ai terminé pour l'exposé. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps maintenant pour d'éventuelles questions, d'éventuelles remarques, bon, sachant qu'un certain nombre de réponses seront probablement apportées par les autres épisodes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.